Bonjour à tous, je suis Frédéric Durand, je suis le fondateur de Diabolocom. Diabolocom, on est en fait créateur et opérateur de solutions de gestion des interactions clients. Bonjour à tous, je suis Thierry Lemaire, directeur des opérations et du développement chez Apria RSA, qui est un opérateur de services en santé. Un métier très de gestion et de contact avec des assurés. Bonjour, je m'appelle Sandrine Crépin, je travaille à la direction des services clients de Canal+, CanalSat. Je suis responsable conception et méthode. Alors Gina Segner, je suis associée à Camille Kank au sein du cabinet de conseil en relations clients JCAM Conseil. Je vous propose d'articuler cette conférence autour de trois grands thèmes. La vision relations clients sociales et digitales par JCAM. Ensuite, on s'enrichira de l'expérience client et relations clients au sein de Canal par Sandrine Crépin. Frédéric Durand nous donnera son point de vue sur chaque retour d'expérience. Puis Thierry Lemaire présentera aussi son retour d'expérience et une présentation originale qui fait qu'il a capitalisé sur son métier pour lancer une nouvelle offre dans la relation client. Donc c'est un peu le bing bang du lancement de cette offre à l'occasion de ce mois d'avril. Et puis nous terminerons par des questions-réponses. Donc de quoi parle-t-on en matière de relation client, révolution ou évolution ? Alors tout d'abord, au sein de nos relations clients, il faut bien comprendre que nous sommes au carrefour de la compréhension des comportements et des attentes des clients. La multiplicité des canaux de contact fait que la pertinence de nos messages doivent porter sur l'unification des discours. Le client, quel que soit son point d'entrée au sein de l'entreprise, doit reconnaître le même discours, les mêmes contenus, de façon à avoir une offre homogène. Pour cela, nous devons travailler sur les canaux, les technologies pour délivrer un service dans un modèle d'efficacité économique, quel que soit le canal. Sachant qu'aujourd'hui, on apporte de plus en plus d'importance au canal de la voix, celui qui est le plus coûteux et qui doit effectivement être créateur de valeur, et que nous profitons de l'opportunité de l'intercanalité pour traiter un certain nombre de transactions du client au travers du web, des self-care et des réseaux sociaux où c'est la communauté qui peut apporter des réponses et du traitement de la demande du client par la communauté. La pertinence de notre démarche intercanale doit s'assurer d'une qualité irréprochable dans les contenus, tant de la part des collaborateurs qui délivrent les messages que de la part des services et des produits délivrés. Un petit focus pour regarder quels sont les différents points d'entrée du client. Pour ceux qui sont dans la distribution, les magasins, les agences, les points de vente, bien sûr, toujours tenir compte de l'harmonisation du discours en face à face, compte tenu des centres de contact qui sont plus privilégiés au travers des centres d'appel. Une petite gravure sur le capital RH et social, une fois de plus du soin et du care apporté aux collaborateurs qui délivrent les services et qui sont in fine en contact avec nos clients, et un univers BI qui représente bien dans quelle mouvance l'intercanalité entraîne les consommateurs et les clients autour de nos marques. Quelques chiffres sur les usages. On a aujourd'hui en parc abonnement mobile 67 millions d'abonnements. Donc ça donne effectivement une dimension de quoi parle-t-on et quel est le taux d'équipement en mobile auprès des professionnels et des particuliers. Et on est toujours sur un taux d'abonnement à très haut débit, un taux de croissance de 65%. C'est dire combien ce flux est encore porteur de promesses dans l'intercanalité. Dans l'évolution du e-commerce, B2B et B2C, on est aussi dans une démarche à 2011, les sources sont de la FEVAD, on est sur un marché de 37 milliards d'euros. Donc on voit aussi les évaluations du e-commerce en B2C et en B2B, l'importance de l'Internet et de la transaction directe au travers de l'intercanalité. Sachant que cette intercanalité et ce panier d'achat peut s'enrichir H24, 7 sur 7. Alors que quand on est sur le flux voix, on est sur une couverture horaire plus restreinte.
Au sujet des tablettes et du monde Internet, on est actuellement sur 3 millions à peu près d'utilisateurs de tablettes en France. Ce sont les chiffres Médiamétrie en 2012, fin 2012, soit près d'un foyer sur 10 est occupé d'une tablette. 45 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires généré par les ventes sur Internet en France, soit une hausse de 20%, et la course n'est pas finie. Ce sont donc des nouveaux acheteurs et une forte progression sur l'offre au travers de ce média. 42 millions d'internautes en France consultent les sites Internet, donc quasiment 1 sur 2 va s'enrichir de la connaissance de nos marques et de nos produits au travers des tablettes, du mobile, via le site Internet. Quelques chiffres au travers du mobile. Nous sommes à peu près 24 millions de Français équipés de smartphones, soit près de 46% de la population française. On comptait seulement 19 millions il y a un an. On voit effectivement 19 millions, 24 millions, la progression par an des smartphones. On est sur à peu près 1 milliard d'euros en montant de chiffre d'affaires sur les ventes faites à partir de l'utilisation du smartphone. Et on a effectivement actuellement 25% de Français qui ont déjà pris une photo dans un magasin ou autre pour s'enrichir de la connaissance du produit et aller après upgrader son information au-delà de cette photo sur les sites Internet ou sur l'intercanalité pour acter ou pas une démarche définitive vers le produit visé. Au niveau de la France et du marché Twitter et Facebook, on est à 5 millions de membres actifs sur Twitter et on est environ 26 millions d'utilisateurs en France sur Facebook. Donc voilà, quand on le rapporte au taux d'équipement de mobile ou au taux d'internautes, on s'aperçoit que tous les enjeux se situent effectivement maintenant sur la communication des réseaux sociaux. Alors, quelle vision nous apportent ces chiffres? Tout d'abord, l'univers digital, c'est une nouvelle agora qui s'ouvre aux consommateurs. C'est à la fois un espace d'opportunité et de menace. L'opportunité, c'est effectivement d'être vu et de capter des clients qui ont un intérêt pour nos produits. La menace, c'est qu'ils sont zappeurs, ils veulent tout de suite, de préférence quasiment gratuit. Et donc, on est dans un univers assez fortement concurrentiel. C'est l'occasion pour les entreprises d'affirmer leurs propres valeurs et de trouver le juste ton pour communiquer. D'où un retour à la marque, au contenu et un prérequis s'associer à la démarche marketing de l'entreprise avant de communiquer sur l'ensemble des réseaux et de l'intercanalité. C'est une opportunité aussi d'évolution managériale. Ces nouveaux canaux nous donnent une opportunité de dialogue avec le client. Le rôle du manager est de ce fait posé. Le rôle du marketing, il est porteur du contenu et des valeurs de la marque. Il donne le là en matière de mots-clés et d'éléments de langage, comme on dit dans la communication. Après, la donne est redistribuée au niveau des acteurs de la relation client. Alors, certaines entreprises qui n'ont pas lâché les réseaux sociaux s'associent aux community managers et prennent le community manager pour animer la communauté réseau social. Certaines entreprises un peu plus matures ont fait évoluer tout naturellement le réseau social et la communication par la communauté et par les collaborateurs de l'entreprise sur les services clients. On profitait de cette opportunité pour donner de la mobilité et d'autres métiers aux collaborateurs des services clients. Un constat sur le social media, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Évidemment, il vaut mieux s'adapter car si les clients ne nous y voient pas, ils iront ailleurs. Donc, de notre point de vue, il est important d'y être présent. Quelles sont les innovations possibles dans nos entreprises? Les réseaux sociaux, ça doit augmenter les visites, les taux de clics, le temps passé sur votre site et augmenter in fine le ROI et les ventes. Le contenu crée l'engagement et la fidélité, donc on doit avoir une vraie démarche et une stratégie digitale. Le porteur de projet, par expérience, on a tendance à dire c'est quelqu'un qui connaît bien la marque. Pas besoin d'aller à l'extérieur pour trouver son porteur de projet dans l'entreprise. Quelqu'un qui est avec vous et au sein de vos entreprises depuis longtemps peut très bien porter le projet des messages sur l'innovation digitale.
La digital, c'est égal à la traçabilité, donc des taux de retour, de la performance, de la vente additionnelle. Et puis un petit focus qui vous montre les différents vecteurs de communication avec le client. Le marketing, la collaboration au travers du social CRM, la mobilité au travers des téléphones mobiles et la customer experience au travers des réseaux sociaux. Quelles sont les conditions au niveau de la réussite au niveau opérationnel? Attention, la culture des collaborateurs change moins vite que la technologie. Donc attention à ne pas ne pas adapter des discours un peu ancestraux par rapport à des technologies toujours plus performantes. Bien prendre conscience que l'animation des réseaux sociaux se fait par la communauté. Faire naître une communauté, la faire vivre, c'est tout un travail. Construire une relation avec la marque et le consommateur, c'est une vraie démarche au sein des démarches relations clients. S'investir pour recruter les membres et optimiser ses actions, c'est aussi un prérequis pour réussir. En fait, nous vous conseillons de mettre le produit au centre de l'écosystème de la relation au niveau de l'intercanalité pour réussir votre démarche multicanale. Quel ROI? Nos clients nous demandent souvent « qu'est-ce que ça va m'apporter ?» Aujourd'hui, il est un peu tôt pour parler de ROI très mesurable. Ce qui est sûr, c'est que nous, on vous conseille d'être là où vos consommateurs sont. Si vous n'y êtes pas, ils iront ailleurs. Donc, il faut absolument être sur l'univers digital et sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a tendance à dire que ce qu'il faut poser, c'est step by step. 1 € investi produira un rendement. Et chaque entreprise a ses propres indicateurs de succès. Donc, partez sur votre culture interne, vos indicateurs de succès, suivez votre performance au travers de ces indicateurs et partez d'un fondamental. 1 € investi nous rapporte combien? Le ROI n'est pas immédiat. C'est la façon de calculer qui diffère dans les entreprises. C'est avec l'échelle du temps, on est encore un peu jeune sur la maturation des retours sur le digital et les réseaux sociaux pour être capable de dire ça rapporte tant. Tout reste à faire et à partir du moment où la démarche est assez bien respectée, on a très vite les rendements attendus. Quelles sont les perspectives? Aujourd'hui, c'est le temps de l'expérimentation. Vous le voyez tous sur ce salon, on parle beaucoup de ce sujet, l'intercanalité, le social CRM, le social media. Ce sont des nouveaux cadeaux et on s'extasie. Demain, on sera sûrement plus exigeant, comme on est aujourd'hui beaucoup plus exigeant avec nos services clients. Une évolution aura lieu. Quel niveau d'intrusion tolérera notre consommateur? À nous de le suivre et de regarder notre client. Et puis enfin, nous partons d'un prérequis. L'écoute du client reste primordiale, le dialogue avec lui, le retour à l'humain et à la création de valeur reste fondamental. Le rêve, c'est de reconnaître individuellement nos clients et ainsi de s'engager personnellement au niveau de la marque. Voilà, alors on dit chez JCAM, souvent les clients nous disent évolution, révolution. Et bien chez JCAM, on dit la révolution, c'est quand on est au bord du chemin. Et en fait, aujourd'hui, si vous êtes là avec nous, c'est qu'on est en plein dans l'évolution. On est déjà dedans et on est déjà tous partis sur le social media. Je vous propose maintenant de laisser, de prendre l'avis de Frédéric Durand sur cet environnement intercanalité. Oui, alors effectivement, ce que dit Ginard synthétise bien l'ensemble des enjeux liés aux réseaux sociaux et au digital. J'ajouterais également qu'il ne faut pas avoir peur de tenter des expériences. C'est quelque chose d'empirique. Tenter des expériences, corriger le tir. En ce moment, beaucoup de marques tâtonnent. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut simplement proposer les organisations, les services, les modes de communication qui correspondent à votre marque, à l'état d'esprit de votre marque, au type de consommateur que vous avez et être présent sur ces réseaux sociaux. Parce qu'on parle de ROI, mais le ROI, effectivement, aujourd'hui, c'est difficile de le quantifier. En revanche, ne pas être présent sur les réseaux sociaux, c'est un risque majeur pour vos marques. C'est un risque majeur de voir la communication déraper, de ne pas être en mesure de contrôler ce qui s'y passe. Parce que sur les réseaux sociaux, l'important est de pouvoir créer et fédérer une communauté, de pouvoir dialoguer avec elle. C'est une opportunité majeure pour les marques de dialoguer et d'avoir ainsi les avis de vos consommateurs pour des évolutions produits. Avant, on avait de la communication
communication en one-to-one ou de la communication à travers des publicités où c'était vraiment la marque qui communiquait vers les consommateurs, on n'avait aucun retour. Là, vous avez un formidable espace de dialogue qui s'ouvre à vous. Il faut en profiter. Donc, créer une communauté, fédérer cette communauté, créer des ambassadeurs parce que vous allez avoir quelque chose qui va être en mesure de décupler votre communication, décupler la relation que vous avez avec vos clients. Vous allez avoir cette communauté qui va ensuite pouvoir relayer vos messages, relayer votre parole et de fait décupler vos ventes. Et puis ensuite, ne pas hésiter aussi, ne pas se cantonner au digital, continuer à rencontrer ses clients dans des espaces physiques, dans des événements temporaires ou non, pour ne pas se couper. Le digital, c'est bien, il faut y être, mais il faut être dans une logique multicanale et rencontrer ses clients et dialoguer avec eux de vive voix et continuer à traiter l'ensemble des canaux avec le même niveau de qualité sur l'ensemble des canaux. C'est vraiment le point très important. Merci Frédéric. Je propose de passer la parole à Sandrine Crépin, retour d'expérience Canal+. Vous allez voir, c'est les chiffres qui parlent. Bonjour à tous. Alors, je suis venue pour vous parler de la digitalisation de la relation client au sein de Canal+. Ça a été un véritable programme qu'on a nommé Plus Digital au sein de la direction des services clients. Et vous allez voir, on a eu une réelle accélération de la digitalisation de la relation client sur les 2 dernières années et ce n'est pas fini. Alors, je ne vous ai pas rappelé ce que c'était que Canal+, mais juste en préambule, tout le monde le connaît, les produits Canal+ et CanalSat. En préambule, c'est à peu près 8 millions d'abonnements et 6 millions d'abonnés en métropole que nous gérons. En introduction sur la digitalisation, je vais vous parler de nos différents chantiers. On a commencé par la dématérialisation des communications sortantes de gestion, qui étaient uniquement en courrier il y a encore quelques années. Nous avons développé des nouveaux moyens de contact, des moyens de contact digitaux. Nous nous sommes lancés également sur le communautaire. Et l'espace client web est aussi en constante progression. Alors, sur la dématérialisation des communications de gestion, en 2010, nous étions que en courrier, donc ça représentait 13 millions de courriers par an. Et à l'été 2011, nous avons mis en place cette digitalisation des courriers de gestion avec des systèmes dits d'output management. C'est-à-dire que dès lors qu'il y avait présence d'une adresse mail sur le dossier du client ou d'un numéro de portable, nous essayons de digitaliser en email et SMS. Donc ce 13 millions de courriers dès 2011, en commençant à l'été seulement, est passé seulement à 11. Et nous avons pu digitaliser 3 millions des courriers. Et ce que nous avons, la stratégie, c'était derrière, évidemment, de faire des économies et d'en rendre une partie, évidemment, à nos actionnaires. Mais pas seulement, c'était surtout et avant tout de réinvestir dans la communication client, d'améliorer l'accompagnement de nos clients encore plus. Quand on n'était que courrier, évidemment, on se posait à chaque fois la question de savoir si on allait le faire ou pas. Et c'était une décision budgétaire systématiquement. Quand on est en email et SMS, la question est beaucoup plus simple. Donc on est allé vers beaucoup plus de communication et d'accompagnement client. Si bien qu'en 2012, nous avons créé, donc ça, c'est ce qui est en bleu clair, 8 millions de nouvelles communications qui n'existaient pas 2 ans auparavant, qui sont uniquement digitales. Et donc on a plus de la moitié des communications en 2012 qui sont en digital. Juste encore une petite anecdote. Dans le fait de réinvestir dans la communication client, on s'est mis en place des dispositifs de communication d'urgence. On peut avoir dans le business canal parfois des problématiques techniques qui arrivent sur notre parc de décodeurs. Donc on s'est mis en branle pour avoir chaque mois tous nos canaux à email et SMS chargés de l'entièreté de nos bases clients
Et on est capable de dégainer en 2 heures à peine un volume d'emails ou de SMS très conséquent afin de gérer des pics d'appels pour rassurer les clients, pour leur donner le truc à faire pour, par exemple, remettre leur décodeur en bon ordre de marche. Et systématiquement, lorsque nous avons des opérations techniques un peu qui peuvent être dangereuses, comme des plans de service, des mises à jour de logiciels décodeurs, nous sommes systématiquement prêts le matin dès 8 heures avec nos canons email et canons SMS qui sont prêts. Et on est capable d'envoyer 1 million, 2 millions, 3 millions d'emails en quelques heures. Et ça vient du coup accompagner et ça soutient les équipes en front office qui du coup ont moins de pics d'appel à gérer. Depuis la rentrée 2012, un grand pas a été franchi. Nous avons mis en place un dossier personnel digital sur l'espace client. L'objectif là était de donner au client toute la transparence de sa relation client avec Canal, comme les conseillers clientèle pouvaient l'avoir. Et donc, le client retrouve dans mes derniers contacts avec le service client l'ensemble de ses contacts, qu'ils soient digitaux ou non digitaux. Si c'est non digitaux, on sait simplement que tel jour, telle heure, il a appelé pour tel sujet. Si c'est du courrier entrant, s'il nous a envoyé un courrier, il verra l'image PDF du courrier qu'il nous a envoyé. Et si nous lui avons envoyé soit un courrier, soit un SMS, soit un email, il y retrouvera aussi l'image PDF de cette communication sortante de gestion. Il y retrouve aussi dans mes documents tous les documents les plus essentiels qui gèrent la relation client, notamment son contrat, mais aussi d'autres éléments, ces différents avenants ou d'autres documents de gestion importants, comme son plan de service ou le mode d'emploi de son décodeur. Donc là, vraiment une vision 360 du client, toute transparence, que ce soit digital ou non digital. Nous avons mis en place aussi la signature, je veux bien que tu reviennes en arrière, la signature électronique des contrats en même temps, donc adossée à ce dossier digital. Lorsque le client souscrit chez Canal, on lui demande son email et son numéro de portable. Et dès lors que ces deux coordonnées digitales sont présentes sur le dossier du client, on dématérialise son contrat, on lui envoie un email qui le renvoie sur son dossier personnel et il n'a plus qu'à cliquer « Assigner » et il rentre dans un parcours de signature électronique. Nous en sommes déjà à près de 170 000 contrats signés à fin mars. Nous sommes en constante progression avec des taux de dématérialisation de l'ordre de 55%, des taux de signature à 50%. L'objectif, c'est d'aller encore plus loin. On a encore des process de relance à industrialiser aujourd'hui. L'objectif aussi dans ce projet, j'ai coutume de dire que c'était un pas vers CEPA. Je ne vais pas vous apprendre que la loi CEPA qui rentre en vigueur au 1er février 2014 génère la nécessité d'avoir un mandat de prélèvement signé avant de prélever les clients. Et donc la signature effective des contrats et des mandats est un véritable enjeu de relation client. Et c'est pour ça que nous avons souhaité l'adresser dès 2012 pour être fin prêt en 2014. Ce dossier personnel a connu un très très grand succès. Immédiatement, il a été énormément consulté par les clients. Sur 1,5 million de visiteurs uniques par mois sur l'espace client web, on a aujourd'hui déjà, on va dire, un quart des clients qui vont consulter leur dossier personnel. C'est en constante progression puisque la notoriété de cet espace très pratique et très transparent
prend de l'ampleur et donc on pense que ça va continuer à augmenter. L'enjeu pour une société comme Canal, qui n'est pas un fournisseur FAI et qui ne dispose pas systématiquement d'une adresse email ou d'un numéro de téléphone, c'est d'enrichir la qualification de la base abonnée en données de contact digitales. Donc il y a eu un véritable programme qui a été mis en place là-dessus. Et vous voyez qu'en 2 ans, nous avons considérablement augmenté de 50 à plus des 2 tiers, à près des 2 tiers en adresse email, de 40% aussi près des 2 tiers en numéro de téléphone et sur la présence de l'une des 2 coordonnées digitales. Nous avons considérablement progressé avec plus 12 points, de 70 à 82% en 2 ans. On a vraiment intégré l'ensemble de nos collaborateurs dans cette quête du Graal, puisque c'est le moyen de contact rapide, efficace et moins cher. Donc à tout contact non digital, donc à tout appel entrant, nous demandons à nos conseillers clientèle de vérifier ou d'enrichir les données de contact client. Nous avons aussi des vrais programmes là, avec les services marketing pour promouvoir des espaces digitaux comme le magazine digital ou le fait de recevoir une newsletter hebdomadaire pour conseiller nos abonnés sur les programmes à venir de la semaine. Et donc tous ces efforts conjugués qui renvoient systématiquement du coup les clients vers l'espace client nous ont permis d'atteindre ces grandes progressions sur les 2 dernières années. Et nous continuons toujours à essayer d'aller plus loin. Sur la façon de contacter les services clients de Canal, il y a encore 1 an et demi, il y avait 2 manières, le téléphone, le courrier. Et aujourd'hui, nous avons rajouté, pareil, à l'automne 2012, les moyens de contact email, donc email entrant et chat en ligne. Alors la stratégie, lorsque nous avons ouvert ces canaux, c'est d'avoir un traitement industriel à l'identique des canaux historiques, téléphone et courrier entrant. Donc, par exemple, sur les emails entrants, les demandes clients sont déjà, selon le parcours dans l'espace client, catégorisées avec les mêmes typologies que sur les appels et courriers entrants. Cela génère des formulaires de demandes clients qui sont ensuite envoyés à notre back-office et qui sont traités à l'identique de nos courriers papier entrants classiques. Donc, l'objectif est d'avoir derrière les mêmes rendements, les mêmes engagements de délai de traitement. Et ça a été, on arrive à tenir ces objectifs. On a traité 100 000 mails entrants sur les 3 derniers mois de l'année 2012, sachant qu'on a commencé vraiment petit à petit et parcours par parcours, on a ouvert des boutons qui ont permis aux clients de faire ces demandes par formulaire. Nous en sommes à 40 000 mails traités sur le mois de mars. On est en constante progression puisque, pareil, la notoriété de ce moyen de contact progresse de mois en mois. Sur le chat, 70 000 traités dès le dernier trimestre 2012. Nous sommes aussi à 25 000 traités sur mars 2013. Alors sur le chat, il y a eu un vrai travail aussi d'accompagnement des conseillers clientèle qui sont passés sur ce canal chat, avec la capacité de travailler sur entre 6 à 8 mails, 8 chats en parallèle. Donc il a fallu avoir un accompagnement en formation de nos conseillers clientèle sur ce nouveau mode de fonctionnement. La mise en place de bibliothèques aussi spécifiques pour leur permettre de répondre rapidement.
Et puis un véritable accompagnement aussi, puisque là on passe de l'oral à l'écrit. Donc il y a un vrai enjeu de formation des conseillers clientèle. Donc on a eu des programmes d'orthographe, de tests d'orthographe et de grammaire pour sélectionner les conseillers clientèle qui sont désormais affectés au canal de contact chat. Nous avons lancé aussi le communautaire. Alors, il existait un forum Espace Client déjà il y a encore il y a déjà 2 ans. Cependant, ce forum était traité à l'identique du front office appel entrant, c'est-à-dire qu'il y avait des conseillers clientèle qui répondaient à des clients en one-to-one pour traiter leur cas client. Donc là, on a refondu complètement l'espace communautaire avec de nouveaux outils, un nouveau look. Et on a formé des community managers, ils sont 6 aujourd'hui. Et ces community managers ont été formés pour répondre de manière à avoir une réponse générique qui réponde au plus grand nombre. Donc on leur a appris à passer du one-to-one au one-to-many. Ça a été un véritable enjeu. Donc il y a eu un petit temps d'adaptation. Mais aujourd'hui, la tendance est prise, la greffe est en train de prendre. Et nous avons énormément de cas clients simples et génériques qui aujourd'hui sont traités via la communauté. C'est aussi une veille, c'est un outil de veille exceptionnel aussi pour tous les collaborateurs de la direction des services clients, puisque c'est un moyen de contact très très réactif. Et dès qu'il y a le moindre problème, un petit bug, ça se retrouve sur la communauté immédiatement. Donc ça nous sert vraiment pour avoir des dispositifs de correction très efficaces et réactifs. Une petite anecdote aussi intéressante. Nous avons fait la démarche en tout début d'année 2013 d'inviter nos plus gros contributeurs à la communauté d'entraide Canal. On les appelle les décrypteurs. On a invité une dizaine ou une quinzaine de décrypteurs dans les locaux Canal. Ils ont été reçus par la direction générale, la direction technique. On leur a montré, on leur a fait visiter nos centres de diffusion numérique. On leur a expliqué nos roadmaps techniques, nos enjeux, pour vraiment qu'ils comprennent nos actions pour améliorer toujours le confort de nos abonnés et les fonctionnalités techniques, notamment sur les décodeurs. Et ça a eu un retentissement fabuleux sur cette communauté, puisque du coup les décrypteurs étaient conscients des moyens qui étaient mis en jeu pour répondre aux différents cas de réclamation parfois récurrents. Et ces décrypteurs ont eu du coup une attitude de réassurance auprès des gens qui viennent se connecter sur la communauté. Et ça a un vrai effet bénéfique qui calme un peu parfois les détracteurs. Sur l'espace client qui existe depuis de nombreuses années, nous avions quelques trous, quelques parcours clients qui n'étaient pas ouverts. Donc là, on a une roadmap tous les mois, tous les 2 mois, on ouvre de nouveaux parcours clients. L'objectif étant d'avoir 100% des parcours et des demandes clients qui puissent être traitées sur l'espace client web. Le résultat de tout ça, c'est une forte progression des contacts digitaux. Nous sommes passés de 20% des contacts digitaux. Là, on est à la fois sur l'entrant et le sortant en 2010. Et nous allons atteindre sans difficulté les 50% en 2013. Voilà. Merci. Voilà, merci pour ce témoignage très intéressant. Frédéric, quels sont les points de vigilance à ce jour quand on voit un tel parcours comme il a été installé chez Canal ?
Alors, déjà, plusieurs points. Effectivement, l'enjeu pour Canal était de s'emparer de ces nouveaux canaux pour générer des gains de productivité et améliorer la satisfaction client. Les principaux écueils à éviter sont de conserver les budgets pour continuer à améliorer la satisfaction client. C'est-à-dire qu'au travers de ces nouveaux canaux, on gagne en productivité, on dégage du temps homme pour que les conseillers puissent traiter des tâches à plus forte valeur ajoutée et s'occuper ainsi mieux de leurs clients et générer des nouvelles commandes. Second point, c'est améliorer la satisfaction client au travers d'outils qui correspondent aux souhaits en termes de moyens de communication des clients, c'est-à-dire des extranets pour piloter ses abonnements, ses services. Ça permet aux clients de pouvoir modifier son abonnement, ses comptes en permanence en 24/7. Après, l'écueil, c'est effectivement de ne pas couper certains canaux de communication. Si les clients veulent toujours continuer à communiquer par téléphone ou par mail ou autre, leur laisser la possibilité de communiquer par le canal de communication qui leur convient le mieux et à n'importe quel moment. Sinon, on a vu effectivement que Canal avait bien fait les choses. On a vu qu'il y avait eu des ambassadeurs qui avaient été nommés, que ces ambassadeurs avaient été invités dans les locaux Canal, on leur avait fait visiter les organisations, les modes de fonctionnement. Et ainsi, Canal est passé du mode de communication one-to-one par le passé en one-to-many et en many-to-many, avec cet effet des multiplicateurs extrêmement important, parce que ces ambassadeurs vont être en mesure de relayer la bonne parole, d'aider la communauté et ainsi de continuer à aider Canal à gagner en productivité. Un commentaire de Sandrine ? Oui, sur le fait qu'on a dégagé du temps pour mieux accompagner nos clients, c'est vraiment ce qui s'est passé. Tous les contacts qui ont été déviés vers le digital nous a permis de baisser le nombre d'appels entrants. On est passé de 13 on va passer sous la barre des 10 millions cette année. Et du coup, nos conseillers clientèle qui traitent les appels entrants sont focalisés sur les traitements à valeur ajoutée, sur les réclamations les plus compliquées. Et tous les traitements simples, du coup, ont été déportés sur le digital. Donc, pour nos conseillers clientèle, c'est aussi un apport, c'est qu'ils se sentent plus valorisés à traiter vraiment des choses plus compliquées, et le simple est déporté sur le digital. Et je rajouterai également un point important qui a été souligné par Canal, c'est la qualité des bases de données. C'est extrêmement important et c'est de plus en plus important dans la mesure où c'est ce qui va vous permettre d'améliorer la connaissance client et de prédire les demandes, les évolutions des clients, à quel moment faut-il pousser une offre de réabonnement, à quel moment un client est susceptible de résilier, quelles sont les attentes de ses clients au travers de l'historique des communications, de l'historique des souhaits exprimés, quel que soit le canal de communication. Merci. Alors, on va laisser la parole maintenant à Thierry Lemaire, qui représente la société Apria RSA. Comme je le disais, Apria RSA a profité de son expertise métier en santé, ce qui est un secteur d'activité qui nous concerne tous, même dans la salle. Pour profiter de cette opportunité de centre de contact, pour en faire une offre dédiée aux métiers de la santé et aux professionnels de ce secteur d'activité. Je vais laisser Thierry Lemaire présenter son entreprise et l'extension de cette nouvelle offre. Bonjour à tous. Donc effectivement, Apria, moins célèbre entreprise que l'entreprise de ma voisine, mais tout autant concernée et impliquée dans la relation client. On n'a pas forcément les mêmes degrés d'avancement partout. C'est notre activité principale qui évidemment nous y conduit. Par contre, en termes d'enjeux, on peut avoir des enjeux différents, mais on converge exactement sur les mêmes réflexions, les mêmes outils, c'est-à-dire le digital et le multicanal font partie d'une équation économique que même, je dirais, même un acteur comme nous, qui est un acteur très classique dans la gestion santé, se doit d'investir. Donc c'est un peu ce témoignage que je vais vous apporter. C'est qu'à l'opposé du spectre, il y a quand même un intérêt indéniable à réfléchir là-dessus. Donc je vais présenter un petit peu, parce que je suis obligé de passer un peu plus de temps que ma voisine à présenter ce qu'on fait. J'ai pas un taux de reconnaissance spontanée aussi merveilleux que le sien. Donc
On est un opérateur de gestion en santé pour compte, c'est-à-dire en délégataire de gestion. Donc on n'a pas de clients, on n'a que des assurés. Mais en tant qu'assuré, évidemment, ce sont des gens qu'on sert. On est plutôt une association alors on a un format juridique d'association, loi 1901. Et si j'ai affiché là en termes d'ADN nos 4 valeurs, c'est pour vous montrer qu'effectivement, on a une culture du service vis-à-vis des assurés. Et par contre, on ne leur vend rien et on l'expliquera tout à l'heure. Par contre, en termes de taille, tout de suite un chiffre sur cette slide, hein, c'est que la relation client, ça nous concerne. On en a 2,8 millions à qui on doit parler. En tout cas, qui nous appelle. C'est-à-dire qu'on est essentiellement en appel entrant en termes de relations clients par téléphone. Donc on a un flux indéniable à traiter et donc une qualité de service à donner dans la recherche d'une optimisation de nos coûts, puisque en termes de délégataire de gestion, les rémunérations qu'on a pour gérer cela ne sont pas proportionnelles au flux. Elles sont figées et elles sont négociées de manière indépendante des flux. Donc on a un effort et une nécessité de rationalisation, donc d'efficience de notre relation client. Alors je vais peut-être revenir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, si je résume, on est la sécurité sociale des artisans, commerçants, professions libérales. Ça vous fixe un peu, c'est-à-dire que quand je vais parler de site internet tout à l'heure, ce qu'on offre à nos assurés, c'est exactement ce que vous qui êtes salariés avez par votre CPAM, c'est-à-dire le site Amélie. Donc nous, on est dans la même disposition. Le régime des indépendants, le RSI, qui est notre donneur d'ordre, avait la particularité depuis 50 ans de donner le choix à chaque artisan commerçant de choisir son gestionnaire santé, donc celui qui va lui régler les prestations, celui qui va répondre à ses questions, alors que pour vous qui êtes salarié, vous n'avez qu'un seul choix, c'est votre CPAM. Donc une part importante dans ce régime social des indépendants. À part ce métier principal, donc là on a un métier un peu plus concurrentiel, où là, la nécessité on fait de la gestion pour compte, mais alors là, pour des donneurs d'ordre privés qui ont un intérêt à nous donner, à nous céder leur gestion parce qu'on est capable de faire mieux que ce qu'ils pourraient faire en interne. Donc là, les critères de succès sur ce domaine d'activité, c'est la qualité de service, bien sûr, à un moindre coût toujours, mais également la qualité et la valorisation de la relation client, c'est-à-dire en quoi nos équipes et en quoi la prestation qu'on peut leur donner est capable d'apporter plus de valeur à leurs clients, parce que là, évidemment, on est en B2B, B2C, hein, mais on peut aider nos donneurs d'ordre, qui sont les compagnies d'assurance, toujours dans la santé, à valoriser leur relation client, avec des compétences qu'on pense, et pour ces clients qui nous font confiance, qui sont supérieures à ce qu'ils pourraient faire en interne. Notre troisième métier, on va le résumer sur cette slide. On est un opérateur de flux. Donc finalement, le digital et le multicanal, on peut dire qu'on a une appétence technique à ce genre de flux dématérialisés. Là, on a des flux bien sûr dématérialisés de gestion des flux d'échange des comptes, des cartes de tiers payants. Mais en tout cas, en termes d'opérateur de flux, on a une compétence en tout cas que l'on met à disposition et qui nous sert également dans l'appréhension technique des flux de relations clients. Alors, en termes de service, notre multicanal, on l'a démarré. On en a déjà 3. Évidemment, un site internet sur lequel on a des comptes, alors j'ai pas ramené, mais en tout cas sur lequel on a évidemment un espace personnel, puisqu'on diffuse des données de santé qui sont personnalisées et qui doivent être en plus sécurisées pour que ce soit bien le bon assuré qui voit ses bons remboursements et même évidemment pas son épouse ou sa concubine, puisque ce sont des données personnelles. Donc un espace assuré, des cartes de tiers payants, c'est ce que vous pouvez évidemment toucher également, et puis 2,5 millions appels téléphoniques, ça par rapport à nos 2,8 millions clients, il y a évidemment un lien homothétique parfait, hein. Donc ça fait, si on continue,
150 téléopérateurs pour gérer ces flux clients, enfin ces flux téléphoniques. Donc, au milieu de tout ça, notre expérience effectivement sur le site internet, on est en plein milieu d'une évolution. J'ai bien aimé la conclusion de l'exposé précédent. Là, la révolution, c'est quand on l'a subie, l'évolution, on est dedans. Donc on est dedans. On a développé les mails, c'est-à-dire le contact plus one-to-many, si on peut dire, grâce au site internet. Et puis évidemment, on veut pousser des actes de gestion grâce au site internet. Pousser des actes, des réponses ou des questions pour aller au-delà des heures d'ouverture de nos centres d'appel. Donc on a déjà articulé autour de ces 3 formats-là, mails qui peuvent venir du site ou qui peuvent venir directement, le téléphone, un CRM, qui est dans la slide suivante, voilà. Donc voilà à nous, notre état de l'art, en tout cas notre état des lieux, de la situation début 2013. Donc rien de sorcier, mais en tout cas une légitimité à vous parler ici de multicanal. Au départ, un flux papier bien classique. On échange avec des décomptes papier dans une gestion très classique. Des centres d'appel qui se sont créés il y a quand même une quinzaine d'années, donc qui ont une vraie expérience de la relation client. Une activité email un peu moins avancée que Canal, mais une activité email qui vient diversifier l'action des téléconseillers, c'est-à-dire qu'effectivement la relation client, on va la cerner et on va la centrer sur ces 150 téléconseillers et faire en sorte que les autres canaux qu'on développe ne se surajoutent pas, mais en tout cas s'équilibrent les uns aux autres. Pour toucher plus de clients, mais en dépensant moins, puisque là-dessus, on n'a pas de retour direct de chiffre d'affaires qui soit lié à ça. Et il y a un point aussi ancestral, en tout cas qui existe depuis 50 ans, c'est qu'on a également des agences. Donc l'articulation de ce CRM qu'on a construit et qui est en service depuis 2 ans maintenant, c'est savoir le client, s'il nous a appelé, s'il nous a fait un mail, ou s'il est venu nous voir dans nos agences, où en est son dossier, qu'est-ce qu'il en a tiré, pour avoir un discours unique, quel que soit soit le téléconseiller, soit le gestionnaire, soit l'agent d'accueil dans notre agence, pour avoir une homogénéité de traitement, une homogénéité de réponse. Donc voilà sur quoi, sur quelles compétences, avec des gros flux, on assoit notre gestion de la relation client. Donc à partir de là, évidemment, notre métier, c'est la santé. On a développé cette relation client et cette valeur ajoutée sur notre partie d'activité concurrentielle, qui est la gestion pour compte. Et donc, on a construit et eu des succès sur la mise en service pour le compte d'autres donneurs d'ordre de ces compétences, avec une légitimité, puisqu'on sait parler santé, on sait parler de services après-vente, on sait parler de tout ce qui peut concerner la protection sociale, de ce qui peut concerner les remboursements, de ce qui peut concerner l'activité, où en est mon compte et pourquoi je suis remboursé, pourquoi je ne suis pas remboursé. On sait parler avec des professionnels de santé, donc on a une vraie expertise sur le sujet. Ce qui nous fait, et c'est là-dessus qu'on s'est basé, une offre intéressante quand on nous confie c'est le résultat de l'expérience, quand on nous confie des appels en santé, on arrive à avoir assez rapidement 80-85% de taux d'autonomie au premier niveau. Donc on apporte une vraie valeur ajoutée à un donneur d'ordre, puisque derrière, au second niveau, il ne récupère que 10 ou 15%. Ça va un peu vite, pour le coup, même si... la deuxième chose, effectivement, c'est que donc l'offre qu'on lance et qui généralise finalement, qui se base sur nos compétences et qui généralise nos points forts, c'est également des collaborateurs impliqués et à l'écoute, et c'est ce qui fera certainement notre valeur différenciante. C'est que dans l'activité, en tout cas dans notre activité principale,
nous savons faire des choses difficiles comme du recouvrement par téléphone ou du précontentieux par téléphone. Donc on a une capacité d'écoute, on a une capacité de valorisation inhérente à notre régime, parce que pour expliquer à quelqu'un qu'il faut qu'il paye ses cotisations sociales, sinon malheureusement l'huissier va venir à sa porte, on a développé des scénarios et des approches très empathiques pour ne pas nous borner à lui envoyer un huissier. Et évidemment, si on a fait ça, c'est parce que le coût d'un huissier, il y a un intérêt économique à le faire, à obtenir une décision de paiement, plutôt que de passer par un huissier ou par des formules difficiles en termes de relations. Donc Telia s'est positionné, évidemment, de par notre expérience, se positionne sur les trois principales étapes de la relation client. Découvrir jusqu'à fidéliser, pardon. La fidélisation, c'est quelque chose qui également dans notre activité principale est un point fort. Chaque année, nous enregistrons 200 000 créateurs d'entreprises qui arrivent et qui choisissent Apria pour être gérés. Sur ces 200 000, il y en a moins de 2 000 qui partent chez nos concurrents, puisqu'il y a une liberté des choix. Donc la fidélisation client, c'est quelque chose qu'on réussit, et je pense, par l'intermédiaire de la qualité de notre service et la qualité de nos différentes réponses et de la manière dont on les traite. Donc voilà pour cette offre. 150 collaborateurs pour 2,5 millions contacts clients à travers trois médias différents et un CRM commun. Donc je pense que les différents points, je les ai abordés tout à l'heure. Je pense que ce qui nous différencie effectivement, c'est donner de la valeur en santé. C'est notre, vous l'aurez compris, notre schéma, notre terrain de jeu essentiel et unique. Par contre, une véritable culture du service inhérent à ce qu'on fait depuis 50 ans, inhérent à notre histoire, et une compétence qui a fait ses preuves sur la manière d'interagir dans les différents contacts avec le client et de lui apporter la bonne réponse de manière unique et directe. Puisque nos enjeux, on y viendra peut-être après dans la discussion, nos enjeux en termes de ROI, pour reprendre ce que disait Gina, on ne vend rien, mais en tout cas on a une efficience, et je pense que le digital et le multicanal dans la recherche d'une efficience de la relation client, en tout cas nous on y voit énormément d'impact et énormément de développement futur. Merci Thierry. Donc on l'a tous noté, un nouvel acteur dans le secteur de la relation client santé. Je vous recommande d'aller sur les sites Edicialis. Il y a des communiqués de presse qui vous donneront beaucoup d'informations sur ce nouvel acteur et sur ses capacités à accompagner le monde de la santé. Frédéric, un commentaire. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui évoluent plus vite que d'autres ? Alors, je dirais, il y en a qui ont évolué moins vite que d'autres, oui. Notamment, si on prend l'exemple effectivement de la santé, c'est un secteur où la confidentialité des données est extrêmement importante. Donc, ce ne sont pas les premiers à avoir occupé ces nouveaux territoires de communication, parce qu'il y avait d'abord des enjeux techniques à valider en termes de confidentialité des données. En revanche, dès que ces points ont été validés, si on prend l'exemple de la santé, c'est un secteur qui a des moyens considérables et ils ont rapidement investi pour occuper l'ensemble de ces nouveaux territoires de communication digitaux, de manière à gagner en productivité et à améliorer ainsi la satisfaction client. On peut citer également d'autres exemples, le luxe, le secteur du luxe qui avait une problématique d'image très forte et qui n'a pas été un des premiers secteurs à investir ces canaux digitaux. En revanche, ils l'ont fait depuis quelques années de manière massive et ont rattrapé ce retard et sont maintenant, on peut dire, à la pointe en termes de communication dans le digital.
Et puis, ceux qui sont à la pointe, qui ont été très en avance dès le départ, ce sont bien évidemment tous les acteurs nés du web, que ce soit les e-commerçants ou des FAI ou autres. Si on prend l'exemple de Free, qui dès le début des années 2000 a basé son modèle économique et ses offres tarifaires, son modèle économique et ses offres tarifaires assez agressives sur une communication qui était en grande partie digitale pour pouvoir proposer des offres à des prix très attractifs à l'époque. Merci. Rapidement, parce qu'on est arrivé au terme de notre intervention. Thierry, quel est votre objectif 2013 ? Alors l'objectif 2013 pour notre métier principal, évidemment, c'est d'accompagner plus de clients sur leur relation client-santé, ça c'est sûr. Le deuxième objectif, il est vraiment de revisiter et de redéfinir le parcours client. Aujourd'hui, notre parcours client, il est essentiellement téléphonique, puis mail. Alors évidemment, chaque fois qu'un client nous appelle, on capte, comme j'ai entendu, son numéro de téléphone portable et son email pour l'orienter vers la dématérialisation. Le social CRM, c'est notre objectif 2013-2014. Parce que le one-to-many et même le many-to-many, j'ai vu Free, effectivement, il y a d'autres acteurs, une institution de prévoyance importante qui est dessus. On veut vraiment y gagner dans la capacité d'avoir des foires aux questions dynamiques qui s'enrichissent, c'est-à-dire faire vivre ou faire partager l'expérience de certains de nos assurés à d'autres. Et on pense qu'au bout de 2 ans et demi, ou 3, l'ensemble des questions que les uns posent trouvent leur réponse. Et finalement, au bout de 2 ans, on a vraiment un ensemble de questions-réponses qui peuvent être diffusées à la plupart. Donc on y voit des enjeux d'économie. Parce que notre portefeuille, le nombre d'assurés augmente et que nos rémunérations de gestion ne vont pas augmenter. Donc il y a un enjeu de rationalisation, mais toujours de qualité de la relation client qui passera pour nous vers la création, et ça c'est très net, d'une communauté qu'on veut animer. Parce que ça a un vrai sens, cette communauté des artisans, des commerçants. Comment vivent-ils leur régime obligatoire? Comment vivent-ils l'accès aux soins? Voilà, c'est notre enjeu 2013-2014, cette création de communauté. D'accord, merci. On est arrivé au terme de la conférence. Est-ce qu'il y a des questions? On peut peut-être en prendre une ou deux, parce que je vois que les suivants ne sont pas arrivés. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? C'est la première qui est la plus difficile. Bonjour, je m'intéresse plutôt à la partie sociale, peut-être sur l'expérience de Canal+. Quand on met en place un réseau social avec les clients, il y a un changement de posture qui s'opère. On n'est plus un petit peu, non pas donneur de leçons, mais dans un discours descendant, où on donne la position de la marque au plus grand nombre. On rentre dans un dialogue, vous l'avez bien souligné. Comment ça se passe quand ce dialogue est un petit peu conflictuel et que finalement on doit non pas cacher ce mécontentement, mais au contraire le traiter au grand jour, rentrer dans le jeu. En fait, comment on équipe aussi comment on outille aussi les équipes, on leur donne les compétences de rentrer dans ce jeu-là avec le client, et comment on ne perd pas dans ce jeu finalement. Sandrine, une réponse? Je pense qu'on le traite aujourd'hui comme en appel entrant. On a un discours très, très rassurant. Si ça s'envenime, il me semble qu'aujourd'hui les équipes peuvent faire générer des appels sortants pour avoir une conversation orale avec l'éventuel détracteur. On peut aller jusque-là. Une autre question dans la salle? C'est bon? Bonjour. On dit que le client est partout, donc il faut y être. Mais j'ai l'impression, c'est ce que j'entends depuis hier, qu'on pousse quand même un peu le client à aller vers le digital, un peu contre son gré, et que du coup, il y a un effort de pédagogie, mais surtout que c'est surtout pour le confort du conseiller. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe là-dedans? Je veux bien répondre à cette question. En fait, c'est l'objet, c'est de donner en fait aux personnes, aux clients, aux prospects, les outils pour s'aider eux-mêmes, d'accord,
pour ensuite dégager du temps au niveau des téléconseillers pour qu'ils traitent les tâches à plus forte valeur ajoutée. Souvent, quelqu'un, si on lui donne au travers de ses forums, ses communautés, ses extranets, il pourra trouver la réponse à sa question en permanence, il sera plus contraint par les horaires d'ouverture des services clients. Et alors l'enjeu effectivement est d'avoir une communauté qui est quand même assez importante, d'avoir des extranets qui sont bien conçus, qui assurent une fluidité dans la relation entre la marque et le client. Mais ensuite, pour véritablement que les agents puissent traiter les tâches à plus forte valeur ajoutée. Mais en gros, aujourd'hui, dans toutes les extranets, les communautés, etc., en général, c'est bien fait et les gens peuvent trouver rapidement la question à leur demande, à leurs interrogations et très rapidement. Merci. Je crois qu'il faut qu'on clôture parce que je vois la conférence suivante s'annoncer. Alors, JCAM accompagne une société innovante qui s'appelle Scoreway, qui va vous proposer un questionnaire de satisfaction à chaud en sortant de la conférence. Il vous suffit de scanner avec votre QR code, votre application digitale, le petit document qui va vous être donné pour donner votre sentiment sur la qualité de cette conférence. Le deuxième point, l'équipe Diabolocom vous attend donc sur son stand au milieu du salon. Et Canal+ et Apria et son offre Telia est disponible également au salon VIP pour ceux qui souhaitent les retrouver et leur poser des questions en direct. Merci d'être venus. À bientôt.